Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous, très heureux de vous retrouver pour ce 24 janvier 2019. Alors aujourd'hui, ce matin, les indices européens qui devraient ouvrir à l'équilibre, on devrait avoir un début de séance plutôt calme, voire même extrêmement calme, hein. Les investisseurs qui attendent la première intervention de la BCE et le premier discours de Mario Draghi de cette année 2019. Alors le marché s'attend plutôt à un ton dovish. Donc, puisqu'il se prépare un tour d'Ovish, est-ce que Draghi va être plus dovish que les attentes? Eh bien, c'est cette question qu'il faut se poser. Non, si Mario Draghi est plus dovish que les attentes, ça sera une réaction baissière sur l'euro, haussière pour le dollar, et donc également baissière pour l'or. Et à l'inverse, si finalement le ton de Draghi est meilleur, on va dire moins prudent qu'attendu, dans ce cas, ça aurait une réaction haussière sur le marché, haussière sur l'euro, donc haussière également sur l'or, puisque ça ferait baisser le dollar. Voilà, donc Mao Draghi, ça sera l'événement clé de la journée. Et il y aura un avant, un après. Avant, on devrait avoir peu de volatilité, et après, on devrait avoir normalement un regain si, bien évidemment, eh bien, son discours diffère des attentes. Alors, au niveau du contenu de son discours, le marché attend des commentaires sur les risques sur la zone euro du ralentissement de la croissance mondiale. Voilà, ça va parler. Alors, il va pas utiliser le mot récession, mais voilà, tout ce qui va être lié à la croissance et à l'inflation en raison du ralentissement de l'économie mondiale, eh bien, va être très suivi. Aucune hausse des taux n'est attendue. Je vous rappelle que la BCE a indiqué qu'elle ne remontera pas ses taux avant l'été 2019. D'après les attentes des investisseurs, ce serait plutôt début 2020 dorénavant. Et encore, si on a une récession américaine, ça ne se fera pas du tout en 2020 à mon avis. Donc voilà, à suivre de très près. En tout cas, d'un point de vue politique monétaire, on ne devrait avoir aucun changement. C'est vraiment le ton, les commentaires de Draghi qui seront été extrêmement suivis. Alors, on continue avec l'avertissement gage sur risque que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet levé amphi, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, alors bonjour tout le monde, bonjour, je salue la salle de trading. Alors bonjour Raymond, bonjour Frédéric, Gilles que je salue également, Denis, Jean-Marc, bonjour à vous, Brice, bonjour, François, eh bien écoutez mon cher François, j'espère que vous allez bien. Alors petite parenthèse avant que j'oublie, dernières heures pour s'inscrire à la conférence que je présenterai ce soir à Genève. Donc pour cela, il suffit de vous inscrire. Donc si vous êtes pas loin de Genève, rien de plus simple, hein. Je vous envoie le lien, vous avez juste à rentrer vos coordonnées. Nous ferons un débriefing de l'année 2018 et surtout, je vous présenterai bien mes perspectives, mes prévisions pour 2019. Donc, euh, donc voilà, si vous pouvez me rejoindre, eh bien écoutez, inscrivez-vous. Alors les places sont limitées. Je ne sais d'ailleurs pas si c'est complet ou pas, mais voilà. De toute façon, vous aurez un appel si dans tous les cas de la part du bureau de Genève. Voilà. Alors. Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. François qui me dit tu enregistres. Alors je vais voir. Je ne pense pas que ça sera enregistré. Malheureusement, si ça n'est pas enregistré, j'organiserai un webinaire spécial prochainement et je vous présenterai eh bien la même présentation que j'ai fait à Genève. Donc voilà, je vous présenterai sous format de webinaire. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. On revient au plus important. Donc hier à Wall Street, on a eu un léger rebond, hein, très léger, grâce à des bons résultats des entreprises, hein, notamment IBM, United Technologies, Procter Gamble. Voilà, des bons résultats. Je vous rappelle, on est en saison de publication de résultats, ce qui justifie le rallye haussier hein, qu'on a depuis la fin décembre. Le marché est toujours dans l'anticipation. Donc, depuis début décembre, le S&P prend à peu près 13% de tête, ce qui est quand même beaucoup, alors qu'on a le plus long shutdown des États-Unis. Et d'ailleurs, on a un économiste de la Maison Blanche qui a indiqué que l'impact de ce shutdown a été sous-estimé et que s'il durait jusqu'à fin mars, alors ça serait un long shutdown, honnêtement, 3 mois de shutdown, ça serait extrêmement long. Alors tout est possible, hein, mais bon, je ne pense pas que ça se fera. Mais en tout cas, il a dit que si ce shutdown dure jusqu'à fin mars, la croissance américaine devrait être quasi nulle. Voilà, donc
une alerte de la part de l'économiste de la Maison Blanche sur ce shutdown. Et dans le fond, on n'a pas non plus d'avancée concrète sur les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Donc le seul soutien, oui, des marchés actions à très court terme, enfin depuis la fin du mois de décembre, c'est la publication des résultats des entreprises. Là, la question que tout le monde se pose, je pense, c'est est-ce que on a fait un point bas et on est reparti pour un plus 30%, ou est-ce que c'est un bull trap, si je puis dire. C'est une correction de la baisse qu'on a eue depuis octobre et on va repartir en baisse. C'est cette question que je pense beaucoup de personnes se posent et donc je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. Donc voilà, VIX qui perd 6,15%, il est à 19,52. Ce matin, on a le 10 ans US qui est stable à 2,74. Le yen qui gratte un petit peu de terrain, plus 0,10. Le gold qui est en baisse. Le Nikkei également. Le MSCI Asie ex-Japon est en hausse. Donc voilà, c'est plutôt mitigé au niveau de l'appétit de la version pour le risque. Mais il y a un indicateur que je souhaite vous faire voir, que je n'ai pas encore partagé au grand public. Donc ça, au moins, vous apprendrez quelque chose dans ce webinaire, parce que je ne pense pas que vous connaissez cet indicateur qui permet d'avoir une idée sur l'appétit ou l'aversion au risque. C'est un indicateur qui permet de confirmer ce que fait le S&P 500 et donc ce que fait les indices boursiers. Ce que je vous rappelle, le S&P 500, c'est vraiment l'indice le plus important du monde entier. C'est pas un indice mondial, mais c'est celui qui a le plus d'influence. Le S&P, c'est le benchmark. C'est vraiment le benchmark mondial. Alors, bonjour à tous. Alors, Philippe, avez-vous une idée pourquoi de la si faible volatilité du Nikkei ce jour? Est-ce dû à la faible volatilité US hier? Les États-Unis sont-ils en bear market? Alors non, les États-Unis ne sont pas en bear market. Pour qu'un marché soit en bear market, il faut que l'indice de référence des États-Unis soit en baisse de 20% par rapport au plus haut de 52 semaines, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc les US ne sont pas en bear market. Alors, pourquoi la volatilité du Nikkei est faible aujourd'hui? Alors, et US hier, bien écoutez, j'ai pas vraiment d'explication à cela. Je pense que on n'a pas vraiment de catalyseur qui justifierait un achat vraiment important. Comme je l'ai dit, on est entre le marché est divisé entre des bons résultats des entreprises, donc les investisseurs ont envie de payer les actions, mais en même temps, on a une courbe des taux assez basse, on a le shutdown aux États-Unis, et on a des tensions commerciales qui sont toujours assez existantes. On n'a pas d'accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Donc le marché il est assez divisé, il ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut prendre des bénéfices ou est-ce qu'il faut acheter? Vous voyez? Donc voilà, on n'a pas grand-chose. Le marché il est assez divisé et c'est pour ça je pense qu'on n'a pas beaucoup de volatilité ces dernières séances. Alors oui, pas de calendrier puisqu'il tenait pas dans cette slide. On a quand même pas mal de rendez-vous mineurs, si je puis dire, parce que vraiment le plus important, ça sera le discours de la BCE, le discours de Mario Draghi, pardon. Ce matin, nous aurons des indices PMI flash du mois de janvier. Les indices PMI flash, c'est le plus important, c'est pas les indices, les dernières prévisions, c'est vraiment les anticipations. Il faut voir les marchés, que ce soit marché actions, marché forex, etc. Tout ce qui est anticipation va être le plus important. C'est pour ça que les indicateurs leaders, comme la confiance des consommateurs, etc., ça a un point important sur les marchés. Donc, l'un des indices PMI flash seront importants. Donc, 9h30, celui de l'Allemagne. Ensuite, zone euro à 10h. On en aura en France, un peu avant, un peu après, dans les pays de la zone euro. Le plus important, c'est vraiment celui de l'Allemagne et celui de la zone euro. Alors pour le composite, 51,4. Donc on s'attend à une légère amélioration de l'activité économique en zone euro, soutenue principalement par les services, puisque l'activité manufacturière, vous voyez, est attendue en baisse, 51,3 contre 51,4 au mois de décembre. Donc c'est surtout les services qui devraient tirer cette activité économique vers le haut en zone euro. Et au niveau de l'Allemagne, alors 51,9, donc également amélioration de l'activité économique en Allemagne, a priori, c'est le consensus, tiré surtout par les services, alors que l'activité manufacturière, vous voyez, est en baisse est prévue d'être en baisse par rapport au mois de décembre. Voilà, donc PMI ce matin, la zone euro, 13h45, décision des taux de la BCE. Bon, ça ne devrait pas être, source de volatilité puisque ça devrait être inchangé. Ce sera surtout le discours de Draghi à 14h30. Il y aura d'ailleurs un webinaire spécial BCE présenté par Yoav Nizar qui débutera, il me semble, à 14h15. Donc pour s'inscrire,
Vous le savez, on faisait dans le calendrier des séminaires. Voilà. Ensuite, nous aurons les indices PMI prévisionnels, cette fois-ci des États-Unis. Et là, donc au niveau du composite, alors on n'a pas de consensus. Pour le composite américain, on n'a jamais de consensus. Donc activité manufacturière 53,5 contre 53,8, donc en baisse l'activité manufacturière. Et les services 51,4 contre 54,4, donc en baisse également les services. Ce qui veut dire que le composite devrait sortir en baisse. En tout cas, il est prévu de sortir en baisse. Voilà donc pour le calendrier économique. Concrètement, c'est PMI flash en zone euro et aux États-Unis qui sont attendus, plus le discours de Draghi. Alors, voilà, l'indicateur que je voulais faire voir pour le S&P 500 et pour les marchés actions, c'est tout simplement, on va comparer les cycliques contre les défensives. Ça va nous permettre de savoir si le marché il est plutôt en appétit pour risque ou en aversion pour risque. Cet indicateur, en fait, c'est une force relative entre le secteur des cycliques, en fait plus précisément les consommations non essentielles slash divisé par la consommation des biens essentiels. Biens essentiels, on va considérer biens essentiels comme tout ce qui va être nourriture, tout ce qui va être essentiel pour que le consommateur américain vive. Et tout ce qui va être consommation qu'on va considérer comme cyclique, non essentielle, ça va être tout ce qui n'est pas nécessaire pour vivre. Et selon la direction de cette force relative, on va savoir si eh bien, le marché, les investisseurs sont plutôt en appétit ou en aversion au risque. Et donc, on a cette force relative qui est ici. Vous voyez. Donc, vous pouvez noter les tickers, c'est XLY divisé par XLP. Donc, c'est des ETF. Vous voyez, vous pouvez faire c'est des secteurs, hein, mais bon, sous format d'ETF pour le coup. Et vous voyez qu'on a une baisse. Alors, on peut superposer le S&P. Vous voyez que ça ressemble énormément au S&P. Hein. Voilà, le S&P. Donc, ce qu'on a, donc ça c'est un indicateur encore une fois leader, hein, vous pouvez pas le trader, c'est une force relative. Et là, vous voyez que, eh bien, on baisse, hein. Malgré le rebond du S&P hier, le léger rebond, on a eu une baisse hier. Donc ça montre bien que le marché hier était plutôt en aversion au risque, puisque les produits, les biens de consommation non essentiels ont baissé par rapport aux biens essentiels. Voilà, donc là on avait une épaule, tête-épaule, comme vous pouvez constater, l'objectif qui avait été atteint. Alors, la hauteur de la tête qu'on vient reporter, alors presque atteint, pardon. Ah non, pas presque, voilà, moitié atteint. Bon, ça n'a pas été encore atteint, autant pour moi. Mais bon, en tout cas, vous voyez qu'on a un nouveau plus bas de la semaine, finalement, donc à suivre de très près. Mais si on a une baisse de cette force relative, ça va être une baisse du S&P 500. Donc ça, c'est un excellent indicateur qui va permettre de confirmer ou d'infirmer justement ce que fait le S&P 500. Si on a un rebond du S&P, mais qu'au contraire, on a cette force relative qui baisse, prudence. Voilà, clairement, c'est un gros point d'interrogation sur ce breakout du S&P qu'il faut regarder. Voilà. Donc, ça veut tout simplement dire que si on a un breakout haussier du S&P 500 mais que cette force relative a baissé, c'est-à-dire que le breakout a été généré par des valeurs défensives et voilà, normalement c'est pas cohérent. Normalement, quand on a un breakout, c'est-à-dire qu'on a de l'appétit pour risque, c'est-à-dire que normalement c'est les cycliques qui guident l'appétit, c'est-à-dire que normalement les cycliques surperforment dans un contexte d'appétit au risque. Voilà, donc prudence. On a eu un léger rebond du S&P, bon très très léger, 0,22% c'est rien, mais cette force relative est en baisse, donc ça vient vraiment me rassurer sur notre stratégie baissière du S&P 500. D'autant plus que le VIX se maintient au-dessus, vous voyez, il a rebondi. Alors oui, on a une petite baisse hier, mais vous voyez, on est toujours au-dessus de ce support. Ce support, c'est vraiment un seuil important, parce que si le VIX passe sous 16, dans ce cas, il faudra invalider les stratégies de vente du S&P 500, parce que ça veut dire que le marché est revenu dans une phase de calme. Voilà, de calme, tout simplement. Après, ça semble peu probable au vu des incertitudes qu'on a. Hein. Encore une fois, la courbe des taux, le shutdown aux US et les tensions commerciales. Ça commence à faire quand même pas mal. Les PMI sont tombés. Alors on va regarder ça. Alors moi je regarde pas ceux de la France ou de l'Italie. Voilà, je les regarde pas parce que ça fait pas beaucoup de volatilité. Donc on va pas perdre de temps à tous les regarder, sinon on pourrait passer tout le webinaire. Donc on va que regarder à 9h30 ceux bien de l'Allemagne. Donc Philippe, 2130 S&P 500 au niveau du bear market pour eux apparemment. Alors
Le bear market, c'est tout simplement lorsqu'on a une baisse de 20% par rapport au sommet. Donc si on prend le S&P, alors S&P qui est juste ici, et qu'on fait 20% de baisse par rapport au plus haut, donc le plus haut, 20%, voilà, le 20%, il est à peu près ici. Donc le territoire de bear market, c'est 2353. Si on passe en dessous de 2353, on est dans un bear market. Au-dessus, on est en phase de correction. Quand on est en baisse de 10% ou plus, entre 10 et 20%, c'est une phase de correction qu'on a. Donc entre 0 et 10, c'est respiration. Entre 10 et 20, c'est correction. Et une correction supérieure à 20%, c'est un bear market. Voilà. Donc S&P, moi je reste baissier. Encore une fois, hein, le VIX qui, bon certes il a baissé hier, mais il rebondit. Il est toujours au-dessus de son support d'octobre à 16. On a vu notre force relative entre les biens de consommation non essentiels versus les biens de consommation essentiels. Il est en baisse. Donc ces deux indicateurs-là viennent me rassurer sur la phase baissière, en tout cas ma stratégie baissière du S&P 500. Voilà, ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'il faut attendre, voilà, un support qui sera important à suivre, c'est le fameux support des 2600. Voilà, le support des 2600, ça va être un niveau important parce que si on passe en dessous, eh bien la baisse devrait s'accélérer. On devrait vraiment avoir une accélération du momentum baissier. Donc 2600, ça sera un seuil à surveiller. Voilà. Et tant qu'on est entre 2600 et le plus haut, comment dire, de la semaine dernière, à 2680 à peu près, on est dans une phase assez tampon, on va dire tampon. Voilà, on est dans une phase tampon. Si on passe au-dessus du sommet de la semaine dernière, dans ce cas, voilà, on peut s'attendre à une hausse à la rigueur jusqu'à 2800, possible à la rigueur. Et si on passe sous 2006, le montant baissier devrait s'accélérer. Voilà, donc moi je m'attends déjà on va dire voilà, je suis déjà plutôt avec une perspective qui est baissière. Hein. On est sorti par le bas de ce biseau ascendant, donc voilà, c'est un signal baissier, comme je l'ai dit. Euh, et voilà. Philippe Kennedy, donc on est en correction à ce niveau. Voilà, on est en correction, on n'est pas en bear market. Voilà, donc les indices aujourd'hui devraient être assez sensibles à la BCE parce que si la BCE est plus accommodante, enfin se montre, enfin plutôt si Draghi se montre plus dovish que prévu, ça sous-entendra que la BCE restera accommodante plus longtemps que prévu et que donc il y aura plus de liquidité que prévu. Et la liquidité, c'est l'allié des marchés actions. Le marché actions, c'est le plus sensible à la liquidité. Donc voilà, c'est pour ça que le ton de Draghi sera important parce que s'il est plus dovish que prévu, ce sera positif pour les marchés actions, négatif pour l'euro. Donc positif pour les marchés actions européens, mais également positif pour les actions voilà, du monde. Hein. Là, quand on parle de liquidité d'une banque centrale comme la BOJ, comme la BCE ou comme la Fed, ça a un impact sur le plan, sur les indices vraiment mondiaux. Lorsque c'est la BNS ou la BOE, c'est quand même des petites banques centrales. Alors certes, ils ont des QE vraiment quand même importants, mais ça n'a rien à voir avec le montant d'un QE de la BCE ou de la Fed. Vous voyez. Donc les trois plus grosses banques centrales à surveiller, s'il n'y en avait que trois à surveiller, c'est la BOJ, enfin dans un premier temps la Fed, deuxième temps la BCE, troisième temps la BOJ. C'est vraiment les trois plus importantes. Voilà. Alors au niveau des indices européens, alors on a eu une légère hausse hier, pareil, mais bon, sans vraiment conviction. Hein. Donc moi je reste avec une opinion plutôt baissière. D'ailleurs l'objectif de venir chercher le haut de ce gap du week-end a été atteint. Deuxième objectif, je le rappelle, c'est qu'on aille chercher eh bien le plus bas du gap. Finalement, qu'on vienne combler ce gap. Alors je ne sais pas pourquoi il n'y a pas mes supports résistance. Peut-être en une heure, voilà. Alors, vous voyez que hier, on est venu chercher à l'ouverture des marchés, on est venu chercher le haut du gap, excusez-moi, et là, le deuxième objectif, c'est qu'on vienne chercher 4800. Donc encore une fois, aujourd'hui, ça va beaucoup dépendre de la BCE, parce que si Draghi se montre plus dovish que prévu, ça sera positif pour le marché action. Et si à l'inverse, c'est dans la lignée des attentes, voire même Draghi se voit confiant, eh bien, ça sera négatif pour les indices. Puisque ce sera synonyme de baisse de la liquidité plus importante que prévu et donc mauvais pour les marchés actions.
Excusez-moi. Alors pour l'Eurostoxx et pour le DAX, alors l'Eurostoxx, même topo, hein, c'est-à-dire l'Eurostoxx ressemble énormément au CAC 40. Hein. Alors sauf que lui, l'Eurostoxx n'a pas encore comblé, vous voyez. Enfin, il n'a même pas, c'est pas qu'il n'a pas comblé, c'est qu'il n'est même pas revenu en haut de son gap. Donc l'Eurostoxx, c'est le même objectif que le CAC ou que le DAX, c'est revenir déjà en haut du gap à 3088. Puis dans un second temps, le comblement du gap à 3072. Et potentiellement, alors peut-être pas cette semaine, parce que ça me semble assez lointain, mais on ira chercher le plus bas du mois. Voilà. Et au niveau du DAX, c'est pareil. Hein. Honnêtement, les indices européens, c'est à quelque chose près les mêmes. Hein. Donc le DAX, on vient chercher le haut du gap à 10 984, donc à peu près 11 000, voilà. Seuil sur lequel le DAX a presque rebondi hier. Et ensuite, on ira chercher les 10 930. Alors, niveau du bear market de la correction, alors euh, ça dépend de quel indice vous voulez me dire. Euh, c'est tout simple, hein, pour avoir un niveau du bear market, vous prenez le plus haut de 52 semaines, glissant, hein, plus haut de 52, et vous faites une baisse de 20%. Et là, vous serez le niveau du bear market. Souvent, ce niveau de bear market est un niveau de support. Hein. Voilà. Si vous regardez le S&P, il a rebondi où? Alors, le S&P, regardez, si on se met en journalier, et qu'on trace, qu'on regarde moins 20%, c'est où? Alors, précisément, moins 20, c'est là. Et vous voyez qu'on a rebondi. Alors, François qui me dit, alors sirop, miel, citron chaud. Merci François. Merci de prendre soin de ma gorge. Voilà. Alors, pour l'Eurostoxx, moins 20%, ce que ça donne. On y est proche du bear market. Hein. On a eu le rebond de décembre, donc on est sorti du territoire de bear market, mais on y était la plupart du temps de décembre. Si on regarde donc le plus haut de 52 semaines, moins 20%, vous voyez, moins 20, c'est ici. Donc le bear market de l'Eurostoxx, il se situe à 2067 points à peu près. Je n'ai pas fait voilà au point près, mais c'est aux alentours des 2060. 2060, 2070, c'est le territoire du bear market. Donc on peut dire finalement, si on passe en dessous de 3000, les choses vont se compliquer. Voilà, donc pour les indices, aujourd'hui, si je devais résumer hein, mes prévisions, honnêtement, ça devrait être le calme absolu en attendant la BCE et surtout Mario Draghi. Et selon le ton, les commentaires de Mario Draghi, soit ça part en hausse, soit ça part en baisse. Ça paraît bête comme ça, mais personne ne sait ce que va dire Draghi, avec quel discours, avec quel ton. Donc, personne ne sait où finira les indices ce soir. Est-ce que ça va terminer en hausse ou en baisse? Alors par contre, je ne pense pas qu'il y aura énormément de volatilité. Hein. Il faut s'attendre à un regain de volatilité, mais à mon avis, on va pas connaître un plus 1% ou un moins 1% sur le CAC 40. Ça m'étonnerait. Après, bon, tout peut arriver, comme vous le savez, sur les marchés financiers, mais je dirais pas que le discours de Mario Draghi va générer un pic de volatilité. Je n'irai pas jusqu'à là. Ça va redonner la volatilité, mais pas non plus, voilà, un mouvement impressionnant. Alors, au niveau du Forex, on regarde rapidement ce qui se passe ce matin. Alors, l'AUD qui est en forte baisse. Alors, pourquoi l'AUD est en forte baisse? Alors, c'est assez exceptionnel, hein, le catalyseur qui justifie la baisse de l'AUD. Écoutez bien, c'est parce que on a la banque australienne NAB, qui est la dernière des banques commerciales à avoir relevé ses taux hypothécaires. Donc, ça sous-entend des conditions de crédit pour les particuliers et pour les entreprises qui vont se durcir et donc moins de croissance. Et donc c'est pour ça que l'AUD est en baisse. Donc c'est simplement à cause d'une banque commerciale, hein, pas une banque centrale. C'est pas la banque centrale. Hein. Je parle bien d'une banque commerciale comme voilà, ça pourrait être BNP, vous voyez. Donc NAB, c'est une banque australienne commerciale. Donc elle a relevé ses taux hypothécaires et c'est pour ça qu'on a une baisse, une sous-performance nette de l'AUD ce matin. Et on voit, hein, ce matin, on a le dollar qui surperforme. Donc c'est-à-dire que le marché vend de l'euro, il achète du dollar. Donc vous voyez que le marché il est plutôt prudent à l'approche hein, de Draghi. En faisant attention de ne pas vendre la nouvelle, enfin de pas se positionner dans le mauvais sens. Hein. Parfois, vous savez, on a tout l'inverse. Hein. Ça vend la nouvelle et ensuite ça achète la rumeur, ça vend la nouvelle. Parfois, on a l'inverse. Vous voyez, donc voilà, ne prenons pas la direction actuelle comme finale. Hein. On peut vraiment avoir un renversement de tendance après Draghi.
AUD étant rentré vendeur hier 78,20, maintenant maintenez-vous vos cibles à 76, 54 puis 75, 94. Alors oui, tout à fait. Hein. Moi, puis début de la semaine et même depuis la semaine dernière finalement. Alors la semaine dernière, ça a été plutôt une mauvaise stratégie, mais bon, la logique, l'analyse est la même, c'est-à-dire que si j'anticipe une baisse du S&P, pour être cohérent avec mon analyse, c'est-à-dire que j'anticipe une baisse du pétrole, j'anticipe une baisse des devises commodities face au yen. Donc AUD yen, je reste baissier. Je ne peux pas être baissier S&P et haussier AUD yen. Alors sur une journée, ça peut être possible, mais si on regarde une tendance de swing trading de quelques séances, ça me semble, enfin c'est totalement, c'est pas possible dans ce contexte de ralentissement de l'économie mondiale. Voilà. Donc oui, je reste baissier sur l'AUD yen, sur le CAD yen, sur le NZD yen, si je suis baissier sur le S&P. D'ailleurs, on voit, regardez les commodities. Hein. Commodities en baisse. Si on a les commos qui sont en baisse, c'est-à-dire qu'on a l'AUD, le NZD et le CAD qui sous-performent. On regarde AUD, NZD, CAD. Alors le CAD, ça va, il se débrouille plutôt bien. Vous voyez, il est en top de liste, même s'il sous-performe le dollar, il surperforme quand même là pas mal de devises majeures. Mais on voit l'AUD, le NZD, c'est en baisse. Voilà. Donc AUD yen toujours en baisse. On regarde rapidement. On va pas s'attarder, ça n'a pas beaucoup changé depuis hier. Mais voilà, l'AUD yen baissier jusqu'à 77,15, ensuite 76,54, puis 75,94. Voilà. Petit à petit, de toute façon, faut descendre le stop et prendre des bénéfices au fur et à mesure. Peut-être que le cours va rebondir à 38%, peut-être à 50%, peut-être à 61%, personne ne sait. C'est pour ça que peut-être que la meilleure stratégie, après chacun sa stratégie de trading, et moi je ne conseille pas de faire une chose plutôt qu'une autre. Je pense que tout fonctionne selon voilà, la méthode qu'on utilise. Mais une des possibilités pour prendre des bénéfices et avoir peut-être le moins de regrets possible, c'est d'étaler vos prises de bénéfices au lieu de tout prendre à un moment. Vous voyez, surtout si vous êtes en stratégie de tendance. En stratégie de tendance, honnêtement, personne ne sait quand la tendance va se terminer. On peut avoir des objectifs, on peut avoir des attentes, des prévisions. C'est pour ça qu'analyse technique enfin, sert à quelque chose. C'est pour avoir des prévisions. Mais personne ne peut savoir en avance à quel niveau de prix la tendance va s'inverser. Donc, autant suivre la tendance. C'est pour ça qu'on dit follow the trend is your friend. Parce que tout simplement, voilà, faut prendre ce que le marché nous donne. Donc, tant que la tendance sera baissière, on peut continuer à être dans le marché et prendre ses bénéfices au fur et à mesure. Ça peut être une stratégie. Après, ça a creusé, je dis pas que c'est la meilleure stratégie. Hein. Il y en a qui vont faire des meilleurs rendements en prenant des bénéfices d'un seul coup et voilà, en ratant 90% du reste de la tendance. Mais bon, le principal, c'est d'être gagnant sur les marchés. Donc, tant que vous avez une stratégie qui fonctionne pour vous, eh bien, c'est parfait. Mais en tout cas, l'AUD yen, moi, j'anticipe une baisse jusqu'à 77,15, 76,54. Potentiellement, on va aller plus bas si on a une vraie baisse du S&P 500. Mais voilà, personnellement, je ne sais pas où la tendance baissière va se terminer. Au niveau du GBP-USD, alors GBP-USD, c'est vraiment fantastique, regardez, d'un point de vue technique. Ceux qui parlent de la moyenne mobile à 200 jours, regardez. Moyenne mobile à 200 jours en jaune, en blanc, pardon. Regardez, au pips près. Pips près testé. Donc on a dépassé un 30. On est sorti par le haut de ce canal, entre guillemets, même si c'est pas vraiment un canal, puisqu'un canal, c'est 4 points de contact. Sommet, creux, sommet. Est-ce que là, on peut dire qu'on a testé le canal? À vous d'en juger. Moi, personnellement, voilà, je suis assez divisé. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a dépassé cette oblique haussière qui vient chercher tous les sommets depuis mai 2018. Donc, c'est un signal haussier. Est-ce que la livre sterling va réussir à dépasser la moyenne mobile à 200? Alors, ça va beaucoup dépendre des news sur le Brexit, mais également de la BCE, parce que, encore une fois, si Draghi, tout est lié, hein, tous les marchés sont liés. Si Draghi rassure les investisseurs, surprend positivement les investisseurs, le marché va acheter l'euro, certes, mais il va surtout vendre du dollar. Et si le marché vend du dollar, ça va faire monter toutes les autres devises majeures, dont le GBP, à part si, dans le même temps, on a une information très négative sur le Brexit. Et donc là, Mario Draghi, si l'euro-dollar est haussier, il y a des chances que le GBP-USD également s'inscrit en hausse après Draghi. C'est pas parce que Draghi, c'est la BCE et c'est la zone euro qu'il n'y a aucun impact sur la livre sterling ou sur une autre devise. Hein. Pas du tout. Il faut voir les marchés comme liés. Hein. Ils sont liés, les marchés. Alors, PMI Allemagne, pas bon. Alors, regardons cela. Alors, le français. Alors, on regarde
comme ça, français. Alors, le composite, on va regarder que le composite, 47,9, alors pas bon du tout. Si je regarde les détails, à mon avis, ça va être les gilets jaunes. En tout cas, en décembre, c'était le cas, c'est à cause des gilets jaunes. Et en novembre aussi. Le composite allemand, 52,1. Alors, 52,1, c'est quand même pas mal. C'est mieux que les attentes, le composite. Alors, manufacturier, je l'ai pas encore. Alors, je vais regarder sur Investing qui, peut-être, il est affiché déjà. Et celui de la zone euro, il est à 10 heures française, je vous rappelle. Donc, manufacturier pas bon en Allemagne. Très bon au niveau des services. Qu'est-ce que fait l'euro? Alors l'euro, il rebondit. Vous voyez, il y a quelques instants, c'était la deuxième devise qui sous-performait le plus. Et là, on est remonté un petit peu. Donc l'euro, ça va, il se débrouille assez, pas trop mauvais. D'un point de vue technique, pardon, l'euro-dollar, regardez, on est toujours dans ce canal haussier. Ça fait longtemps qu'on y est. Depuis le début de la semaine, j'en parle. D'attendre le breakout à la hausse. Alors, je vous invite à tirer votre œil sur l'unité temps 8 heures. Voilà, si vous pouvez l'afficher. Regardez un petit peu sur 8 heures. Personnellement, j'ai remarqué que les divergences sont beaucoup plus visibles et surtout fonctionnent. En tout cas, j'ai l'impression qu'elles fonctionnent beaucoup mieux. Donc voilà, à creuser. Mais là, je suis sur une unité temps 8 heures. Et donc voilà. Le signal technique sera le même. C'est-à-dire qu'on attend que le RSI dépasse 50 et que le prix confirme le rebond du RSI. Et donc que le prix clôture au-dessus de sa bande supérieure de Keltner. Si le prix clôture au-dessus de sa bande supérieure de Keltner, c'est un signal haussier de l'euro-dollar jusqu'à 1,15 puis potentiellement le haut du canal. Bon, donc à mon avis, avant Draghi, on devrait rester entre les bandes de Keltner et à l'issue de la BCE, soit on sort par le bas et dans ce cas c'est direction 1,13 puis 1,12,15, ou soit on a un rebond et dans ce cas c'est aller pour 1,15. Au niveau de l'USD Yen, bon, il n'y a rien qui a changé de l'USD Yen, honnêtement. C'est une paire qu'il faut, je pense, oublier à court terme. On a vraiment, regardez, la taille des chandeliers est extrêmement faible. Ça montre bien qu'on n'a plus du tout de volatilité sur l'USD Yen, donc on va le sauter. Le DXY, léger rebond ce matin qui se voit corriger de là à très court terme, regardez, en 5 minutes. Vous voyez, en 5 minutes, là c'est les PMI de l'Allemagne. Vous voyez, PMI de l'Allemagne, il rassure plutôt les investisseurs, puisqu'on a une baisse du DXY et on a une hausse de l'euro. Vous voyez, donc ça rassure les investisseurs. Bon, concrètement, pareil, avant Draghi, que ce soit l'euro-dollar, le DXY, peu importe, ça devrait rester à l'équilibre, ça devrait rester relativement flat. Donc voilà, pas de grand mouvement à s'attendre avant Draghi. Et après Draghi, comme je vous dis, c'est qui tout double. Soit l'euro-dollar, il sort par le bas de ce canal haussier, et dans ce cas, c'est direction 1,13 puis 1,12,15, ou soit on a un rebond, on a une clôture du chandelier 8 heures au-dessus de la bande supérieure de Keltner, et dans ce cas, c'est objectif haussier jusqu'à 1,15. Voilà, alors l'euro GBP à 0,87. Alors l'euro GBP, il teste quelques obliques assez intéressantes. Regardez en journalier. En journalier, on a, alors j'ai tracé deux obliques. Oui, j'ai tracé celle-ci qui prend le point bas ici et celle-ci qui prend voilà, le point bas de cette mèche. Donc voilà, on a deux obliques. En tout cas, la première a été dépassée. Donc là, c'est direction la deuxième. Je pense que l'euro GBP, voilà, il peut revenir chercher cette oblique qui est vers 0,865 puis 0,8627. Maintenant, d'un point de vue trading, est-ce qu'on a un bon point d'entrée actuellement? Honnêtement, je n'en vois pas. Vous voyez, RSI survendu. Voilà, à mon avis, c'est direction 0,8627. Alors pourquoi livre sterling s'apprécie? Tout simplement parce que le fait qu'on ait eu un rejet du plan A, si je puis dire, de Theresa May au Parlement britannique, le marché semble voir en ce rejet une diminution de la probabilité d'un hard Brexit. Ce qui est potentiellement vrai, puisque déjà, il n'y a pas de consensus au Parlement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée. Il y a trois idées en fait au Parlement. Il y a certains conservateurs qui veulent un hard Brexit, certains conservateurs qui veulent un soft Brexit, et les travaillistes, qui est le principal parti opposant, qui veulent un second référendum. Donc en fait, on a, certes, Theresa May a une très très légère majorité, elle a à peine 55, elle a moins de 51% au Parlement, mais puisque les conservateurs sont totalement divisés, il y en a qui ont une vision de hard Brexit, il y en a qui ont une vision de soft Brexit, et bien du coup, il n'y a aucun consensus. Donc il y a un blocage total. Il y a un blocage total au Parlement.
il y a un blocage total. À mon avis, ce qui est le plus probable à mon sens, hein, de mon point de vue, c'est qu'on va avoir un report du Brexit de 1 an. Voilà, ça me semble logique. Donc, c'est-à-dire que le Brexit n'aura pas lieu fin mars de cette année, mais fin mars de l'année prochaine. Voilà, donc pour davantage de négociations, de débats, etc., etc. Est-ce que le Parlement britannique, même avec 1 an de plus, va réussir à se mettre d'accord? C'est la grande question. C'est la grande question. Voilà. Et au niveau du second référendum, le problème, c'est que si on a un second référendum et que finalement les Britanniques veulent rester dans l'UE, le problème, c'est que on a les élections européennes en mars de cette année ou en mai, je ne sais plus exactement. Bref, au printemps, on a des élections européennes. Imaginez que on a eu les élections européennes au printemps et qu'en novembre de cette année, on a un nouveau référendum et que finalement les Britanniques veulent rester dans l'UE, les Britanniques ne seront pas représentés au Parlement européen. Donc ça veut dire, est-ce qu'il y aura des nouvelles élections européennes? Vous voyez, ça va être, d'un point de vue pour l'UE, d'un point de vue organisationnel, ça va être assez complexe. Donc, flou total. Le flou est total au niveau du Brexit. En tout cas, le fait que le plan A a été rejeté par le Parlement britannique, eh bien, il semblerait que ça satisfait les investisseurs puisque a priori, hein, ça diminue la probabilité d'un hard Brexit. C'est pour ça que la livre s'apprécie. Il n'y a pas vraiment de raison, sinon il n'y a pas de raison macroéconomique où il n'y a pas eu d'annonce positive sur le Brexit. Hein. Simplement parce que le marché pense qu'il y a moins de chances qu'il y ait un hard Brexit après ce rejet. Alors, au niveau donc, écoutez, pour le forex c'est tout. Hein, je pense qu'on n'a rien d'autre à dire. Cadienne, voilà, j'ai fait AUDN, mais concrètement Cadienne c'est pareil. Hein. Cadienne, voilà, Cadienne c'est en légère baisse. On vient chercher 50% de retracement de cette tendance. Les cours de pétrole qui s'inscrivent en baisse ce matin. Toujours hein, la pression provenant de la croissance mondiale, un ralentissement ralentissement de la croissance mondiale. Je rappelle, lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, la Chine a publié son plus bas taux de croissance depuis 1990. Le FMI, dans la journée de lundi, a revu à la baisse ses prévisions de croissance. Cette nuit, on a eu le Japon qui a publié alors des exportations la nouvelle commande à l'exportation à son niveau le plus bas depuis 2 ans et demi, et une production industrielle la croissance de la production industrielle qui a ralenti davantage. Donc tout cela mène à croire en tout cas ça tend vers une vision, c'est un ralentissement de l'économie mondiale. Alors ce matin, on a des bons PMI allemands qui viennent justifier, soutenir un petit peu l'appétit au risque, mais finalement, si on regarde le PMI allemand en détail, le manufacturier, il a baissé. Donc l'activité manufacturière a baissé. Les services sont pas énormément exportés, il me semble, en Allemagne. Donc voilà, c'est plutôt l'activité manufacturière. Hein. L'excédent commercial allemand, il est réalisé par les automobiles, principalement. Donc voilà, c'est l'indice PMI manufacturier allemand, il est important, plus important peut-être que les services, puisque le PMI manufacturier allemand, c'est vraiment un indicateur sur les exportations. Voilà. Et si l'Allemagne exporte plus, eh bien c'est signe que la croissance mondiale accélère ou en tout cas se porte bien. Et si le PMI manufacturier allemand diminue, c'est-à-dire que l'Allemagne exporte moins, et si elle exporte moins, c'est-à-dire qu'il y a moins de demande extérieure, et donc un ralentissement de l'économie. Voilà, donc ce PMI, hein, il est mitigé. Hein. Certes, le composite, il est bon, mais le manufacturier ne l'est pas, et ça sous-entend un ralentissement de la demande extérieure. Donc au niveau du Brent, baisse, hein, comme je l'ai dit depuis le début de la semaine, moi je suis plutôt baissier en 8 heures. Voilà, on a eu un signal baissier mardi en clôturant en dessous cette bande inférieure de Keltner, grosse divergence baissière, le RSI qui passe sous 50, bref, on a les signaux nécessaires pour passer à la vente. Si on attend trop, le problème c'est qu'ensuite on n'a plus de ratio de rendement qui devient intéressant. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre, c'est pour ça que le risque, c'est le marché, c'est la définition même du risque. Ceux qui ne veulent pas prendre de risque ne peuvent pas trader les marchés. Voilà, donc le Brent, personnellement, je pense qu'il va revenir au plus bas de cette pause, hein, vous voyez, de cette baisse, donc vers 58 $ le Brent, le baril. Et pour le WTI, c'est même topo, hein. Grosse divergence. Bon, le RSI est cette fois-ci en train de tester 50, il n'est pas réellement passé en dessous, mais on a quasiment le même signaux. Donc l'idée, c'est d'aller chercher 50 $ le WTI sur fond de ralentissement de l'économie mondiale.
Voilà. Et au niveau de l'or, bon bah l'or c'est comme vous savez un peu comme l'euro-dollar. Alors je dis pas que l'euro est corrélé, l'euro influence l'or, mais en fait l'euro, la devise qui a le plus d'impact sur la demande de dollars, c'est l'euro. Et donc si l'euro va bien, il y a une baisse de la demande de dollars et donc ça fait monter l'or. Donc en fait l'euro-dollar finalement et l'or sont assez corrélés. Donc l'or aujourd'hui, ça va être à l'image de l'euro-dollar, c'est-à-dire que prudence, enfin patience avant Draghi. Et à l'issue du discours de Draghi, eh bien, soit on a une hausse de l'or et de l'euro, soit on a une baisse de l'or et de l'euro. Voilà, tout va dépendre vraiment de Draghi aujourd'hui. Donc en tout cas, les bornes, si je devais vous en donner, si on a un Draghi qui est, comment dire, plus prudent que plus dovish qu'attendu, on ira chercher 1276 assez rapidement. Et si on a un Mario Draghi qui surprend positivement, qui finalement semble confiant, on ira chercher 1287, puis 1290, et enfin l'objectif, je rappelle, de la semaine qui est à 1291. Voilà donc pour, écoutez, pour ce point de marché. Alors moi, je n'ai rien d'autre à rajouter. Alors on peut faire un petit point sur le One. Le One, c'est toujours très intéressant à le regarder. Le One, il est assez corrélé à l'euro, parce que pareil, hein, bon, le One, certes, c'est une devise, on le sait tous, hein, extrêmement manipulée par la BPOC. Mais le One, puisque la Chine, ça devient la première puissance économique mondiale, eh bien le One devient une devise extrêmement importante sur le plan géopolitique et sur le plan mondial. Donc la demande de One influence également la demande de dollars. Il faut savoir que la BPOC a injecté lundi 50 milliards de dollars dans le marché bancaire chinois. Donc ajoute la liquidité, c'est bon pour les marchés actions. C'est pour ça qu'on a eu un léger rebond voilà, lundi, mardi. Enfin lundi, pardon. Donc au niveau de l'USD-CNH, c'est corrélé négativement à l'euro-dollar. C'est-à-dire que si l'USD-CNH est haussier, l'euro-dollar est sous pression et l'or également. Donc là, l'USD-CNH, qu'est-ce qu'il fait On le voit, il est en légère baisse. Donc s'il est en légère baisse, c'est bon pour l'euro-dollar. C'est bon pour l'euro-dollar et c'est bon pour l'or. Donc voilà. Faut que si l'USD-CNH donne un signal baissier, ce sera un signal haussier sur l'euro-dollar ou sur le gold. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis peut-être à demain, puisque comme vous savez, ce soir je fais une présentation à Genève. Est-ce que demain matin j'aurai le temps de préparer un webinaire, etc., etc., parce que c'est la première fois que je vais au bureau de Genève, donc je ne sais pas. Dans tous les cas, si c'est le cas, vous recevrez un email. Si ce n'est pas le cas, vous ne recevrez pas d'email. Et écoutez, merci pour votre attention. Au pire des cas, je vous dis à lundi. Je vous souhaite d'avance un excellent week-end. Et sinon, eh bien, écoutez, je vous dis à demain matin pour mon potentiellement prochain webinaire. Voilà. Excellente journée à vous et à bientôt.